C'est pour moi un immense plaisir de vous accueillir car, comme vous le savez, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avait décidé en 2018 de célébrer la recherche. La recherche universitaire, la recherche dans toutes ses dimensions, disciplinaires, pluri- et transdisciplinaires. Et donc, nous nous sommes attelés à cette tâche qui n'était pas évidente, et surtout dans un contexte que tout le monde connaît, avec l'occupation de Tolbiac, avec toutes sortes de tensions qui ont fait de ma mission de président une mission qui ressemble plus à celle d'un préfet de police ou à un commandant de gendarmerie qu'à un président d'université, c'est-à-dire un universitaire totalement dévoué à ce que nous sommes, c'est-à-dire des enseignants et des chercheurs. Et je tiens à remercier tous mes collègues qui se sont attelés à cette tâche, Pierre Bonin, vice-président de la commission de la recherche, Hélène Sirvin, vice-président de la commission de la recherche, Madame Gano qui est là, Éric Zilla, tous celles et ceux, et tous les collègues, directeurs de composantes, directeurs de centres de recherche, d'écoles doctorales, qui se sont attelés à cette tâche avec dévouement, et j'espère que la fête ne va pas être gâchée par une situation qui est pour le moins délétère, mais qui nous dépasse, malheureusement. Donc, ceci étant, essayons de faire contre mauvaise fortune bon cœur et essayer de trouver cette joie qui nous porte lorsque nous parlons de la recherche, parce que la recherche est un grand investissement, avec souffrance parfois, mais une joie immense. Alors, je vais vous citer quelques paroles, quelques mots qu'ont écrits de grandes personnes qui ont marqué notre histoire culturelle. Alors, le premier, c'est Saint Grégoire de Nice, dans Homélie sur l'Ecclésiaste, qui disait « Chercher n'est pas une chose et trouver une autre. Mais le gain de la recherche, c'est la recherche même. » Je crois qu'il a tout dit. George Sand, dans Histoire de ma vie, disait, je la cite, écrivait plutôt, « Tout mon siècle a cherché et cherche encore. Je n'en sais pas plus long que mon siècle. » Là aussi, ces paroles ont le mérite de nous éclairer justement sur ces savoirs que nous essayons de repousser, ce désir de comprendre, ce désir d'explorer et de repousser les savoirs. Alors maintenant, deux autres citations et après, je me livrerai sur un autre thème, qui est le thème de l'évaluation de la recherche et des chercheurs. Et là aussi, c'est un texte que j'avais écrit, je vous le préciserai tout à l'heure. Alors maintenant, c'est Jacques Ruffier, dans son traité du vivant, professeur au Collège de France, grand hématologue et chercheur, s'il en est, qui écrivait la chose suivante. Depuis quelques décennies, les pays industriels tentent de faire de la recherche un métier et du chercheur une sorte de spécialiste. Cette conception peut, à la rigueur, se justifier dans quelques technologies de pointe. Mais il serait abusif et dangereux de la généraliser. En vérité, on ne peut dissocier recherche et enseignement. Là aussi, c'est un point sur lequel nous devons nous pencher. Et moi, j'ai toujours considéré effectivement qu'un chercheur devait enseigner, parce que c'est une façon de se remettre en cause et de remettre en cause ses savoirs et de les améliorer à travers l'enseignement qui nous force à chaque fois à critiquer ce que nous savons et à le remettre en cause. La dernière citation est due à Jacques Testard dans son ouvrage L'œuf transparent. Je suis sûr que vous l'avez lu, mais je vous incite à le lire. Le statut de chercheur est indécis, écrivait-il. Entre les anciennes références à l'inventeur et au découvreur, sans contrôle, et les nouvelles aux bureaucrates de la science technicisée et du progrès socialisé. Pourquoi le chercheur est-il condamné soit au rôle d'apprenti sorcier, soit à celui de technicien irresponsable? Vraisemblablement parce que le principe de plaisir qui explique ses efforts finit toujours par rencontrer l'instinct social de préservation qui contrôle son action. Mais pourquoi chercher des coupables quand aucune plainte n'est formulée? Non pas une plainte contre tel spécialiste qui aurait fraudé ou fauté contre sa technique, mais une contestation globale de ce qu'on nomme le progrès.
Voilà ce qu'écrivait Jacques Testard. Je le tiens à votre disposition. J'ai été peut-être un peu rapide, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Donc voilà ces 4 citations qui m'ont paru éclairées. Mais j'ai du mal avec ça, c'est parce que je perds... Il n'y a pas d'autres micros? Vous m'entendez? Je pense que j'ai une voix assez forte pour ne pas avoir besoin de ce micro. Non, il y a besoin pour le film. Voilà. Bon, alors... Il faut le mettre comme ça, vous le mettez juste sous le menton. Alors maintenant, je vais vous livrer mes propres pensées. Ces pensées que j'ai diffusées lors de la 2e conférence mondiale sur l'enseignement supérieur et la recherche que j'avais organisée pour l'UNESCO. La 2e qui faisait suite à la 1re en 1998, que j'avais également organisée. Et je vous annonce qu'il m'a été demandé d'organiser la 3e pour 2021, hein, là aussi, parce que tous les 10 ans, j'avais préconisé que l'UNESCO revoie ce travail fondamental, cette réflexion fondamentale sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc il s'agit de conférences mondiales mobilisant toutes les parties du monde. Celle-ci était en 2009, bon, 10 ans approximatifs. Et le thème que je voudrais vous proposer est intitulé « La recherche malade de modes d'évaluation inappropriés ». La recherche malade de modes d'évaluation inappropriés. Donc, je commence. Le mode d'évaluation des chercheurs a pris, depuis un certain temps, une tournure d'expertise à la chaîne. Lorsque le jugement individualisé des travaux d'un chercheur par ses pairs a fait place à des batteries d'indicateurs quantitatifs, nombre de publications, citations, index, etc., sans toutefois empêcher que la subjectivité officiellement chassée par la porte revienne hypocritement par la fenêtre en évaluant les revues à l'aune de leur prestige supposé au lieu de juger la qualité des articles individuels. Le caractère global de l'évaluation d'une revue lui ôte toute valeur puisqu'elle incorpore toute une variété d'auteurs, de même que celle d'un laboratoire ou d'un centre de recherche qui compte toute une gamme de chercheurs. Il vaut mieux prêter attention à d'excellents articles publiés dans des revues banales, entre guillemets, qu'à des publications de qualité variable dans de bonnes revues qui, pour maintenir leur réputation, accueillent rarement les innovations en rupture avec le courant dominant. Il vaut mieux apporter son prestige à une organisation qu'hériter de la notoriété d'une institution. S'il est difficile d'évaluer individuellement les chercheurs, il est encore plus délicat d'évaluer des centres de recherche ou des universités. Le système des chaires avait au moins l'avantage de responsabiliser leurs titulaires et celui de publications présentées par un pair engager sa crédibilité. Pour être rigoureuse, l'évaluation des acteurs devrait être récurrente, bien moins fréquente et convenablement rémunérée, cesser d'être anonyme pour impliquer publiquement la responsabilité de l'examinateur. Une évaluation de qualité doit analyser les travaux antérieurs et non pas parier sur un avenir dont personne ne sait de quelle invention il sera fait. Elle doit également permettre des procédures d'appel de l'enseignant et du chercheur évalué s'il a le sentiment de subir une injustice, la piètre détection de découvertes dissidentes du mainstream est par exemple une faille majeure du système d'évaluation par les pairs. Trop d'évaluation tue l'évaluation. Juger des projets de recherche en lieu et place des activités de recherche passées, des activités de valorisation, de développement et de perfectionnement d'inventions déjà réalisées est au mieux un non-sens absolu, sinon, mon propos est assez véhément, une fraude. Rien ne semble pouvoir arrêter la dollarisation du savoir. La pression excessive de l'obtention de résultats à court terme, désormais traduit en unités monétaires par un marché ignorant plutôt qu'invisible, va très souvent à l'encontre de la qualité officiellement recherchée. Cette contrainte économisante privilégie la production à court terme au détriment de la réflexion à long terme
perturbe la lente maturation des idées profondes, favorise le perfectionnement préjudiciable à la découverte, la création et l'innovation, incite au conservatisme, car dans ce système, il n'y a plus de salut en dehors du mainstream. Puisque les techniques informatiques peuvent régler sans coût excessif la mise à disposition instantanée et universelle des découvertes, les publications en tant que telles, en lieu et place d'un examen récurrent du contenu de la recherche, ne devraient plus être utilisées pour recruter et promouvoir les chercheurs. Il est temps de donner du temps au temps, d'abandonner l'injonction « publish or perish », publie ou périt, et de distinguer la publication des travaux et de l'évaluation des chercheurs. La mise à disposition instantanée des découvertes sur Internet va probablement, et c'est le cas déjà, résoudre, en la dissolvant, cette question. On ne peut qu'être scandalisé par le gaspillage d'un système mondial qui a multiplié les instances d'évaluation tout en minant leur efficacité. Les chercheurs deviennent tour à tour évaluateurs et évalués, engagés dans des conflits souterrains que favorise l'anonymat. Anonymat asymétrique, puisque les auteurs ne sont pas anonymes. L'équité voudrait qu'aucun ne le soit. S'il faut exprimer des critiques, qu'on ait le courage de les faire à visage découvert. Les chercheurs sont désormais astreints à s'adresser à des organismes ou des agences de plus en plus nombreuses, souvent redondantes, consommant du temps et de plus en plus moins de moyens. Le reliquat qui reste à dispenser aux chercheurs s'amoindrit en proportion au détriment de la recherche. Les fonctions d'évaluateurs prennent le pas sur celles de chercheurs. Les chercheurs sont condamnés pour survivre à consacrer de plus en plus de temps à remplir des dossiers, d'autant plus volumineux qu'ils privent ainsi l'examinateur du temps nécessaire à une évaluation sérieuse. Ils doivent gérer une incertitude et une précarité qui les empêchent de concentrer leur vigilance sur le seul hasard qui vaille, l'éphémère et unique opportunité qu'ils doivent reconnaître et saisir au vol. Les fonctions d'évaluateurs prennent le pas sur celles de chercheurs. Alors ça, je l'ai dit déjà, pardon. Les budgets consacrés à la recherche, tant par les contribuables en ce qui concerne la recherche publique que par les consommateurs en ce qui regarde la recherche privée, sont dévolus de plus en plus aux activités d'évaluation au détriment de la recherche proprement dite et ralentit le rythme des découvertes. Les évaluateurs peuplant les agences de moyens qui prolifèrent et se concurrencent, privés du temps et des moyens de poursuivre leurs activités de veille scientifique, sont destinés à affaiblir l'expertise qu'ils revendiquent pour juger leurs pairs qui le deviennent de moins en moins. Ils sont conduits, bien malgré eux, à ne plus pouvoir imaginer si des directions nouvelles, divergentes de celles qu'ils ont balisées, sont porteuses d'inventions potentielles. Bien entendu, il existe des exceptions et de rares talents, mais ce processus pervers détourne la recherche des objectifs de qualité officiellement fixés, détruit de l'intérieur par des pressions à court terme des activités qui exigent du temps, impose une rentabilité que nul ne sait définir. Cela n'implique pas qu'il faille détruire la symbiose entre le monde industriel et financier et le monde académique. Cela n'est pas encore à l'ordre du jour en installant la précarité des chercheurs qui n'existe pas de fait dans un modèle américain mal connu, bien au contraire. Il faut veiller à ne pas dynamiter la recherche sous prétexte de la dynamiser. Je vous remercie. Merci beaucoup. Après ces propos introductifs, on voit bien qu'il y a un problème de reconnaissance de la recherche et des chercheurs. En tout cas, c'est ce que vous avez essayé de nous dire. On va donc lancer maintenant la discussion de cette première table ronde
qui s'intitule Refonder la recherche, et je pense que c'est vous qui avez choisi le titre, donc Refonder la recherche en sciences sociales et humaines et sociales exactement, puisque vous êtes là, Georges Haddad, vous avez bâti un projet qui s'appelle Sorbonne Alliance, qui a été signé au printemps dernier. L'idée, c'est de faire une forme d'association, celle entre des universités et des établissements du supérieur. C'est une première. Quelle a été la jeunesse? Pourquoi est-ce que vous avez voulu créer Sorbonne Alliance, Georges Haddad? Alors, je vais répondre franchement, comme d'habitude. C'est mieux. J'ai toujours considéré, même quand j'étais à l'UNESCO, que le modèle des commuées était une aberration. La mutualisation des institutions, avec toutes les contraintes supplémentaires qui se rajoutaient à des institutions déjà très bureaucratisées. Hein, vous le savez aussi bien que moi. Et de plus en plus, d'ailleurs, la mission d'un président d'université est celle d'un travail de management et de gestion, plutôt que ce que je pense qu'elle doit être, c'est celle d'un instigateur, d'un capitaine qui porte les grands projets, l'ambition et toute l'énergie des collègues qui comptent sur leur président d'université pour valoriser les projets, pour valoriser leur travail, pour valoriser la recherche et tout ce qui consiste dans la vie universitaire. Alors nos bureaucrates ont pensé que, et cela contrairement à ce qui se passe dans le monde, et je parle d'expérience puisque j'ai organisé 2 conférences mondiales sur l'enseignement supérieur. Personne ailleurs ne comprend ce modèle français qui nous est imposé, alors que les grandes universités de recherche, de Harvard à Stanford, de Cambridge à Oxford, etc., ne dépassent pas les 20 000 étudiants. Aujourd'hui, nous voyons de grandes universités se regrouper et compter en leur sein près de 80 000, 60 000, 100 000 étudiants, alors que ces modèles ont montré leurs limites, parce que justement, l'université a besoin de flexibilité, de mobilité et d'être performante, justement, et d'aller vite et bien, et de prendre aussi son temps, comme je l'ai dit. Donc là aussi, c'était une aberration qui était apparue. Alors au début, il y avait les presses, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, qui avaient quelques qualités et quelques mérites. Et quand je suis revenu, mérite, mais critiquable pour certains et encensable pour d'autres. Quand je suis revenu à l'université, après ma mission terminée à l'UNESCO, j'ai découvert les commuées. Les commuées, communautés d'universités et d'établissements, allaient expliquer ça à nos collègues étrangers. Personne ne comprenait, même dans la prononciation, commuée, en anglais, je ne voyais pas du tout comment faire. Et j'ai vu à quel point ce système était mal perçu, mal compris par les grands universitaires que j'avais la chance de rencontrer dans ma mission unesquienne, que ce soit le président de Harvard et toutes celles et ceux, le vice-chancelier d'universités prestigieuses, qui ne comprenaient pas pourquoi la France reconstituait un modèle qui avait montré ses limites. Aujourd'hui, nous avons les moyens, avec des technologies, avec des moyens de communication renforcés, de maintenir l'identité, l'ADN si cher à Sabine Monnier de chaque université et de chaque institution, et ne pas perdre tout ce qui représente notre investissement. Alors quand je suis arrivé aux affaires, là aussi ça a été une aberration. Hein. Mon élection il y a 2 ans, on a surpris plus d'un, moi le premier d'ailleurs. Je me donnais très peu de chance, comme la première fois d'ailleurs, puisque j'avais été élu à 37 ans. Je me donnais peu de chance, et donc là aussi, mais la chance, vous savez, hein, ça se crée, hein, ça se porte, ça se sollicite aussi. Et donc j'avais compris qu'il était important pour l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de sortir de ce modèle contraignant, qui rajoutait des couches bureaucratiques à une bureaucratie qui était déjà suffisamment contraignante. Et donc je me suis attelé à cette tâche, ça faisait partie de mon programme, de sortir de cette commuée que je respecte, hein, j'ai le plus grand respect pour la commuée dans laquelle nous étions, mais j'avais le sentiment très fort que non seulement on ne pouvait pas apporter ce qu'on devait apporter, parce qu'il faut donner d'abord pour recevoir, et qu'en même temps, on ne pouvait pas recevoir ce qu'on était en droit d'attendre dans des structures qui ne nous convenaient pas. Et j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer Franck Bournois, ici présent, le président directeur général, je ne sais pas comment on dit. Non, directeur général. Directeur général de l'ESCP Europe,
On a longuement discuté ensemble et nous avions pris l'initiative courageuse, et c'est son courage aussi qui m'a porté, de sortir de la communauté dans laquelle nous allions pour créer un modèle plus souple et plus représentatif de ce que doit être aujourd'hui les alliances universitaires, les alliances entre institutions d'enseignement supérieur. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de lancer le projet Sorbonne Alliance. C'est même Franck qui a trouvé cette appellation au pluriel pour nous donner de la mobilité, de la flexibilité et aussi de l'espoir pour construire ensemble des projets innovants, sans contrainte et en permettant à chaque établissement de garder son identité. Alors maintenant, je vais être très clair. Il y a deux modèles qui se défendent totalement. Celui de l'alliance ou de l'association sans chef de file, où chacun garde son identité, mais ensemble, nous allons construire des projets innovants, porteurs et compétitifs. N'ayez aucune crainte. Si ça ne se fait pas en national, je trouverai les moyens de les faire reconnaître à l'international. Bon, là aussi, je me suis exprimé sur les évaluateurs. Vous avez compris mon propos. Hein. Donc, on ira vers d'autres évaluateurs s'il le faut, si tant est que notre pays n'est pas capable de comprendre la force de nos projets. Et maintenant, Sorbonne Alliance contre deux institutions extraordinaires, celle que préside Michel Vievorka, la FMSH, mais qui est aussi membre d'autres structures. Donc là aussi, il n'y a pas de contraintes. Je déteste les contraintes. Qu'elles nous soient imposées politiquement ou autrement, je déteste la contrainte. Être un universitaire, c'est dépasser les contraintes et essayer de créer cet espace de liberté sans lequel nous ne pouvons pas accomplir notre mission. Donc là aussi, ce modèle va se développer. L'INED, je ne sais pas si l'INED est présente. Ici. Ah, pardon. Juste là. Je vous la cachais en même temps. Vous savez, je suis un peu dans... Nous avons une cérémonie cet après-midi de docteur honoris causa qui va mettre en lumière ce qu'est notre université et la recherche, mais je suis en attente permanente d'appel du rectorat pour la sécurité et j'espère que cette cérémonie ne sera pas annulée par le comportement irresponsable de certains qui portent un message que je peux respecter, mais on ne doit pas détruire ce qui nous porte tous, au contraire. Donc là aussi, je suis un peu sous tension et je vous demande de m'en excuser. Donc l'INED, le SCP Europe, la FMSH et peut-être d'autres qui frappent à la porte de notre alliance et qui ont envie de travailler dans un esprit de respect, de liberté et d'enthousiasme. Donc voilà pourquoi, et je vous le jure, et vous le verrez, et j'œuvrerai même après ma retraite, Sorbonne Alliance porte vraiment tout l'esprit de l'université et de l'enseignement supérieur et de la recherche tourné vers l'avenir avec liberté et enthousiasme. Alors il y a un autre modèle, ce sont les fusions. Il y en a de très belles. Et je le dis parce qu'il est là, le président de Strasbourg, l'ex-président de Strasbourg, Alain Beretz. Il est ici, là, avec son ordinateur. Il a construit un très beau modèle qui se justifie pleinement. Strasbourg est pour moi le modèle de la fusion. Ce qui se passe à Paris n'est pas exempt d'interrogations et de critiques. J'ai l'impression que les fusions se font en dépit du bon sens, malheureusement, avec des exclusions. On ne prend pas telle université parce qu'elle est au-delà du périphérique, ou bien on va se concentrer sur d'autres aspects de la fusion pour renforcer une visibilité apparente. Strasbourg a eu le courage de mener à bien une très belle fusion qui se justifie. Il y en a d'autres sans doute... C'est du sabotage, là, hein? Bon. Non, mais continuez, c'est pas grave. Hein. J'ai l'habitude. Donc voilà. Donc il y a des fusions telles celles de Strasbourg qu'a porté Alain Beretz, et il y aura Sorbonne Alliance, qui, à mon avis, sera un modèle qui va se développer et apporter des réponses positives. On a bien compris donc que l'idée, c'était de s'affranchir de certaines contraintes qui vous étaient imposées pour recréer un espace de liberté. On va maintenant faire le tour de vos... Vous appelez ça comment? Des partenaires? Des partenaires? Des amis. Des amis. Complices. Voilà. De vos complices. Complice in crime, comme disent les Américains. Voilà. Michel Vievorka, vous êtes donc le président de la FMSH. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cet espace de liberté? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le projet donc, qui est né d'une discussion entre Georges Haddad et Franck Bournois? En quoi
vous vous êtes dit c'est une opportunité pour l'institution que je représente et la fondation que je représente. Merci d'organiser cette rencontre un peu acrobatique, si j'ai bien compris. Écoutez, d'abord, un mot sur les disciplines auxquelles mon institution s'intéresse. Ce n'est pas toutes les disciplines du savoir, hein, c'est les sciences humaines et sociales. Donc, je ne peux parler que dans un cadre relativement limité. Alors, je vais d'abord vous faire une réponse extrêmement simple. Moi, j'aime bien travailler en amitié, en confiance, en estime, en liberté et avec exigence. Voilà. Et c'est la première réponse. Je connaissais Georges Haddad par ailleurs. Vous savez, ces genres de choses, ça ne se décide pas forcément dans des lieux les plus sérieux qui soient. Ça s'est décidé dans un bistrot. Hein, il faut dire les choses aussi comme elles sont. C'est un très bon lieu de décision, il faut quand même le dire. Donc, parce qu'il y avait justement ce mélange possible. Bon, rejoindre l'INED, qui est une grande maison que je connais un peu, ça ne me posait aucun problème. Et alors là, c'est très personnel, mais je peux le dire, je suis un ancien élève de l'ESCP. Donc, je ne dirais pas que j'y ai beaucoup travaillé d'ailleurs, mais j'ai quand même appris à jouer au bridge, au poker. Et voilà le résultat. C'était quand même pas totalement inintéressant à l'époque. Je crois que les choses ont beaucoup évolué. D'ailleurs, l'accès direct au bistrot où nous allions a été fermé par rapport à l'époque où j'y étais étudiant. Alors, ça c'est le point de départ. Mais je voudrais dire des choses un tout petit peu plus sérieuses. D'abord, je partage complètement la critique qui vient d'être faite, appelons ça des normes, de la bureaucratie, de la décision qui vient d'en haut et qui est prise par des gens qui ne connaissent rien concrètement à l'expérience de la recherche, ou qui l'ont oublié, ou qui ont perdu le contact avec elle. Tout ça, je suis absolument d'accord. Je voudrais dire aussi en préalable, et ensuite j'entre vraiment dans la réponse, je voudrais dire aussi que nous, FMSH, nous sommes partie prenante de 2 projets. Un projet qui s'appelle la Commue USPC et un autre projet qui s'appelle le Campus Condorcet. Ce n'est pas le lieu d'en parler, mais Georges Haddad l'a dit très très clairement, les engagements dans Sorbonne Alliance ne mettent absolument pas en cause ni en péril d'autres engagements de chacun d'entre nous. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème et chaque institution est libre par ailleurs de ses mouvements. Alors pourquoi ça m'intéresse ? Eh bien, je crois que c'est très intéressant comme projet parce que ça va nous permettre d'avancer un tout petit peu dans 3 choses qui sont trop souvent confondues et qui sont différentes. L'internationalisation de la recherche, la globalisation de la recherche et l'européanisation, excusez l'horreur de mon vocabulaire, et l'européanisation de la recherche. Ce sont des choses très différentes. On se gargarise trop facilement du mot internationalisation. C'est mieux que d'être enfermé dans le seul cadre de l'État-nation, évidemment, mais en réalité, ça ne fait que le prolonger. Ça n'en transforme absolument pas les modes de pensée, les modes de fonctionnement. C'est simplement des individus, des équipes, des institutions définies par un cadre national qui, comment dirais-je, rencontrent d'autres individus, d'autres institutions définies dans d'autres cadres nationaux pour faire des choses ensemble. Mais l'internationalisation ne me semble pas suffisante. Je le dis trop vite, on pourra en parler un peu plus. Globalisation, c'est autre chose. La globalisation de la recherche, c'est intellectuellement, scientifiquement, la capacité de penser les problèmes en se dégageant justement du seul cadre de l'État-nation. De les penser dans des perspectives planétaires, des perspectives mondiales, si vous voulez, générales en tout cas. Le mot français d'ailleurs, en français, globalisation, ça évoque 2 choses complémentaires, mais différentes. L'idée de pensée globale, c'est prendre les choses dans leur totalité, un peu comme on apprenait à lire avec des méthodes dites globales. Et globalisation, ça veut dire le globe, la Terre. C'est les 2 à la fois. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose que l'internationalisation. C'est tout à fait autre chose. L'internationalisation, c'est par exemple dire, je vais comparer les mouvements étudiants en Europe et regarder ce qui se passe en France, en Italie, en Allemagne, etc. La globalisation, ça sera penser ce type de problème globalement, ça veut dire je vais avoir une réflexion globale sur les dimensions planétaires ou régionales des mouvements étudiants, quitte à ensuite regarder comment ça se joue dans tel ou tel pays. Donc c'est une autre façon de réfléchir.
Et donc je pense que ce projet permet l'internationalisation, permet le fait de pensée globale, je vais le dire comme ça, auquel à la FMSH nous sommes très très attachés, et qu'enfin ce projet permet l'européanisation de la recherche. Je crois que nous sommes tous très européens dans notre vision des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ouverture sur l'Afrique ou sur l'Asie. Évidemment pas. Georges me fusillerait si je disais que l'Afrique n'existe pas. Mais je pense que constituer l'Europe comme un cadre à l'intérieur duquel nous allons nous mouvoir, scientifiquement, intellectuellement, institutionnellement, ça fait aussi partie du projet. Alors voilà mon point de départ. Et donc, je ne sais pas si j'ai encore un... Si, allez-y. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Georges Haddad a dit de tous ces problèmes d'évaluation, de normes, etc. Je vais être très objectif. Je trouve qu'en France, l'HCERS fonctionne bien. Je trouve qu'il fonctionne bien. Et qu'il faut aussi ne pas avoir un jugement général. C'est une institution indépendante. Et je peux dire, pour avoir été auto-évalué, si je peux dire, enfin, après une auto-évaluation qui nous a été demandée, puis une évaluation que nous avons eu à faire à une institution qui a vraiment voulu nous aider à mieux comprendre les forces et les faiblesses de notre institution. Et donc, c'est le genre d'évaluation qui me convient. Voilà. Et en plus, ce n'est pas tous les jours, c'est tous les 3-4 ans. Si tu me permets de t'interrompre, mon propos concernait le niveau mondial. Hein. On est bien d'accord. C'était pour la conférence mondiale. Je ne parlais pas de l'HCERS. On est bien d'accord. Et je voudrais ajouter d'ailleurs qu'en écoutant Georges, je me suis souvenu d'un mot que je vous livre, parce que c'est un mot qui a de l'allure. Il y avait un sociologue russe qui a vécu aux États-Unis une bonne partie de sa vie, Pitirim Sorokin, qui décrivait ces tendances à tout mettre en chiffres, en indicateurs et autres dans les sciences sociales. Il appelait ça la cantophrénie. Et je trouve que c'est un joli mot. Alors voilà, je pense que notre pays n'est pas suffisamment international dans ma discipline, dans mes disciplines, pas suffisamment global dans ses modes de pensée, pas suffisamment européen dans ses comportements institutionnels. J'avais fait un rapport pour Thierry Mandon, à l'époque secrétaire d'État à la recherche et à l'enseignement supérieur, sur toutes ces questions, on en parlera peut-être un tout petit peu. Je sais par expérience qu'il y a vraiment du potentiel en France, mais pour l'instant, des grandes carences sur ces 3 registres. Et donc, c'est aussi pour ça qu'Alliance me plaît beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Michel Vivorca. On a bien compris ce qui vous avez motivé à rentrer dans cette alliance. Je vais passer la parole à Ariane Paillet, directrice générale déléguée de l'INED. Peut-être avec un exemple concret de... Je ne sais pas d'ailleurs si c'est Sorbonne Alliance qui vous a permis d'obtenir ça. Vous avez récemment obtenu, si je ne me trompe pas, un financement pour une école universitaire qui va s'appeler RedPop, de vocation, former des étudiants jusqu'au doctorat et développer la recherche. Est-ce que d'abord c'est une émanation, quelque chose que vous avez obtenu grâce à Sorbonne Alliance, et ensuite en quoi ce genre de création d'école universitaire va vous permettre de faire avancer la recherche en sciences humaines et sociales? Bonjour à tous. Bon, d'abord, donc vous avez vu, donc je ne suis pas Magda Tomasini, la directrice de l'INED, mais donc Ariane Paillet, la directrice déléguée à la recherche de l'INED. Donc la stratégie de l'INED, en fait, en termes de partenariat, c'est de développer des réseaux, dans la discipline. Donc pour ce qui concerne la démographie, on va voir avec l'école universitaire de recherche RedPop, de développer des réseaux avec les partenaires, donc ici avec Alliance, et puis aussi de développer des réseaux à l'international. Donc on est une petite discipline qui est très internationalisée, donc on a énormément de partenariats en Europe ou dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette école universitaire de recherche RedPop? Donc, c'est un des lauréats de l'appel du plan d'investissement d'avenir sur les écoles universitaires de recherche. Et donc, c'est une école de recherche qui s'inspire de ce qui se passe outre-Atlantique, où les universités qui donnent des formations en démographie ont une stratégie de partenariat et de passerelle entre les différentes universités et développent ainsi un job market au niveau national.
Donc ici, ce qu'on a fait, c'est que donc 6 universités, donc l'université Paris 1, l'université de Strasbourg, l'université de Bordeaux, l'université de Nanterre, de Paris 5, université Saint-Quentin, si je ne l'ai pas dit, et Amiens, donc se sont regroupés et ont créé ensemble un programme d'enseignement commun qui va au-delà de la formation attribuée habituellement aux enseignants en démographie. Donc un programme d'enseignement commun, mais aussi en partenariat donc avec l'INED, un institut de recherche. Donc l'idée, c'est de développer la formation à la recherche du M1 jusqu'au doctorat, et donc d'intégrer l'enseignement, la formation à la recherche le plus tôt possible, et les liens entre chercheurs et enseignants-chercheurs et étudiants le plus tôt possible. Donc l'idée, c'est de former une nouvelle génération d'étudiants formés aux méthodes d'excellence dans un contexte où, pour ce qui concerne les études en sciences de la population, on a une transformation très forte de la production des données et de l'utilisation des données, et donc un besoin fort de monter en compétences. Donc, je ne vais peut-être pas vous décrire toutes les actions mises en œuvre, mais je peux vous donner quelques exemples. Bon, ça va passer pour développer l'internationalisation, à la mise en place de cours en anglais, au développement de stages dans des universités partenaires à l'étranger, de développer des bourses de mobilité à l'international pour les doctorants. Voilà par exemple. L'idée est aussi de mieux accompagner les doctorants dans leur insertion professionnelle et d'élargir les portes d'insertion, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la voie réservée de la recherche et de l'enseignement de la recherche, c'est d'ouvrir au milieu de l'entreprise, ou à l'administration publique et aux études dans l'administration publique. Donc, compte tenu en fait de l'importance des projets collaboratifs dans cette école, et aussi de la dimension de comparaison internationale, donc cette école universitaire va permettre de constituer une communauté de jeunes chercheurs et d'experts qui partageront une culture disciplinaire et ses fondamentaux, mais aussi ses innovations. Donc la dimension d'innovation est vraiment très importante pour répondre aux questions de société cruciales qui sont sur les liens entre analyse démographique et transformation sociale, mais aussi sur les questions d'inégalité, de vulnérabilité sociale qui sont au cœur de ces questions. Alors, peut-être en quoi ça peut être complémentaire avec Sorbonne Alliance. Donc, on voit qu'on couvre un périmètre différent avec Sorbonne Alliance. Donc, d'une part, les partenaires, on l'a vu ici, l'école universitaire, c'est une approche de réseau, tandis qu'ici, on a des partenaires sur le Grand Paris et des partenaires de nature différente. Et on a aussi un élargissement disciplinaire, donc on élargit l'approche de la démographie pour aller vers l'économie, la gestion, l'histoire, la sociologie, donc des dimensions plus larges. Donc moi je vois deux grandes synergies entre les projets, d'une part en matière d'enseignement. On voit que tant Sorbonne Alliance que l'école universitaire de recherche entendent mettre en place des innovations pédagogiques en développant notamment les supports numériques et les enseignements à distance. Donc là, c'est un des projets de l'école universitaire de recherche de mettre en place donc des outils numériques d'enseignement. Donc je pense qu'il y aura des passerelles
dans ce domaine. Autre passerelle en termes d'enseignement, dans l'école universitaire de recherche, on va développer un module de formation continue pour des experts. C'est aussi des projets qui pourront être développés au sein de l'Alliance, et donc les liens entre l'Alliance et l'école universitaire seront importants. Alors pour ce qui est de la recherche, il y aura des collaborations, sûrement des collaborations entre équipes de recherche sur des thématiques plus larges que celles développées dans le UR, et dans le but de créer de répondre à des projets communs au national et, on l'a dit, beaucoup à l'international. Par exemple, un nouvel acteur qu'on connaît moins, c'est le SPC. Donc nous, on est du côté de la recherche, et l'ouverture vers le monde économique est pour nous très intéressant. On a par exemple à l'INED, on a des travaux qui sont en train de se développer sur les inégalités salariales entre hommes et femmes dans les entreprises. Donc là, on est en partenariat avec des grandes entreprises publiques et des grands groupes internationaux. Donc ça, c'est des travaux qu'on est en train de développer, et je pense que les liens avec le SPC seront importants à tisser. De même, on a des projets de travaux sur la mise en place dans les entreprises de politiques d'articulation entre vie familiale et vie professionnelle. Donc, et là, on a un projet de mise en place d'une grande enquête, et je pense que les réflexions qu'on pourrait mener ensemble seront tout à fait fructueuses. Voilà. Merci beaucoup. On voit bien que l'idée, c'est d'ancrer tout cela dans un certain quotidien, le quotidien des Français qui travaillent dans les entreprises, la question des inégalités salariales, de concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Franck Bournois, vous êtes donc le directeur général de l'ESCP Europe. Vous avez eu donc l'idée, je ne sais pas si c'était dans un bistrot ou pas, avec Georges Haddad, de créer... Dans un restaurant. C'est tellement français tout ça. De créer donc Sorbonne Alliance. Ariane Payet a parlé de quelque chose qui est l'insertion professionnelle. C'est bien de former des chercheurs, c'est bien de former des étudiants qui ont une tête bien faite et qui connaissent, qui sont formés à des méthodes d'excellence. Encore faut-il derrière qu'ils trouvent un job. Est-ce que, quand vous avez eu l'idée de former Sorbonne Alliance, c'était un paramètre que vous aviez pris et que vous vouliez absolument mettre en avant, la cohésion entre la formation et l'adaptation finalement à la vie économique, parce que tout le monde ne peut pas finalement être chercheur, même si on a été formé pour ça. Oui, donc pour ce qui concerne ESCP Europe, c'est une préoccupation qui est au cœur, parce que c'est même une préoccupation qui était au cœur de ses fondateurs, le grand économiste Jean-Baptiste Say, il y a 199 ans, puisque l'année prochaine, on fêtera notre bicentenaire. Et la question véritablement de l'insertion professionnelle, et par insertion professionnelle, ce n'est pas qu'une insertion au sens dans une entreprise nécessairement subie et pas qu'une entreprise au sens d'une structure privée, et pas qu'une structure privée en France, hein, c'est une insertion, c'est-à-dire équiper l'étudiant avec une valeur ajoutée pour un parcours professionnel de longue durée qui va, et toutes les études le montrent, être beaucoup plus sinueux et certainement aussi beaucoup plus riche que par le passé. Donc on avait vraiment véritablement cela au cœur de l'action. D'ailleurs, en anglais, quand on parle de SCP entre nous, on dit même Educational Student Centric Proposition. Je le dis en anglais parce que plus de 2/3 des élèves de SCP Europe viennent d'autres pays européens ou sont des étudiants internationaux. Et c'est véritablement à cette échelle-là qu'il faut voir les choses. Alors, le fait de rejoindre et de constituer Sorbonne Alliance avec les collègues des 4 institutions, il est vrai que quand on étudie les organisations et les systèmes, on est marqué par quelque chose, c'est qu'en fait, il y a 2 grands types d'organisations possibles pour une organisation qui veut se structurer et fonctionner et qui est orientée, évidemment, si on fait cela, c'est orienté
par le résultat, c'est-à-dire la production de recherche et l'efficacité. Et quand on regarde dans les grandes organisations, ça date depuis, j'allais dire, des dizaines d'années, on a soit à l'extrême une version que Georges a rappelée, qui est ce qu'on appelle une version mécaniste des choses, alors c'est-à-dire qu'on parle de process, on crée des structures, des règles, des statuts, des choses extrêmement lourdes qui vont constituer des niveaux de décision différents. On va envisager des tas de situations et qui n'arriveront peut-être d'ailleurs jamais. Et puis on va aller de plus en plus à quelque chose qui va être rigide, et qui ne va pas atteindre l'efficacité ou qui va l'atteindre simplement de façon très différée. Et à l'autre extrémité, vous avez un système qu'on appelle beaucoup plus organique, qui va être plus de type biologique, qui va permettre d'être beaucoup plus flexible et de répondre à des situations évolutives. Alors on peut dire, dans la vie des entreprises, dans la vie de tas d'organisations, on voit qu'il y a les deux systèmes très différents. Parfois d'ailleurs, même dans les entreprises, on peut réussir avec l'un ou l'autre. C'est pour ça que j'aimais beaucoup quand Georges a dit tout à l'heure que le cas de Strasbourg peut fonctionner. Mais ça ne veut pas dire que tous les systèmes vont fonctionner ainsi. Mais dans la vie des entreprises, c'est pareil. Si vous prenez dans le secteur, je ne sais pas moi, cosmétique, vous allez avoir par exemple une entreprise comme Procter & Gamble qui va être extrêmement structuré par des process très, 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 très lourds avec une machine de guerre qui va être efficace mais qui est d'une certaine complexité. Puis à côté, vous allez avoir une entreprise comme L'Oréal qui va être beaucoup plus dans la flexibilité et qui fonctionne très bien. C'est plus de ce type-là, vers ce type-là que l'on va, même si on est tout à fait prêt et on est tout à fait conscient aussi des vigilances qu'il faut avoir. Alors, concernant la question sur l'insertion professionnelle, elle est au cœur. Et puis, la façon dont on l'a pensé me fait penser un petit peu à la société de 2030. Parce que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas du tout de penser l'insertion professionnelle strictement là pour demain matin, parce que c'est de notre devoir pour les institutions, j'allais dire, aussi anciennes que les nôtres, de préparer tout cela pour ceux qui se forment maintenant, mais aussi pour des mutations qui vont arriver. Et quand on regarde dans les grandes structures ce qui se passe un petit peu à l'horizon 2030, on avait fait ça encore l'année dernière dans des observatoires, tous ceux qui travaillent sur les grandes mutations de l'enseignement supérieur qu'on a traversées, tu l'as dit, il y a la question de l'internationalisation, mais je reviendrai sur l'européanisation, j'aime beaucoup le point qu'a apporté Michel tout à l'heure, ça a été une vague, on a aussi cette vague actuelle qui est un vrai défi pour l'enseignement supérieur, qui est autour du digital, du numérique, parce que là, il y a des considérations, et Sorbonne Alliance a ses idées sur la question, et puis il y a cette vague aussi qu'il faut prendre en compte, qui est celle sur la soutenabilité, enfin le développement durable de l'individu, de son écosystème de travail, et puis des pays et de la société en général. Quand on regarde, je veux dire, les quelques marqueurs à l'horizon 2030, qu'est-ce qu'on voit dans les organisations ? On voit que, c'est pas que l'actualité qui le dit, mais la recherche de sens. Et c'est notre devoir d'aider les individus qui viennent dans l'enseignement supérieur, s'équiper, donner un sens à leur action, donner un sens à leur travail, donner un sens à ce travail parce qu'il est en lien avec la société. Cette recherche de sens, elle est absolument fondamentale. On est évidemment là pour donner du contenu, on est évidemment là pour le donner avec des nouveautés, des innovations pédagogiques de type numérique, mais on est là véritablement aussi pour aider à ce que dans une société, on ait des acteurs qui passent par nos universités, par nos écoles, par nos maisons, par nos instituts, pour reprendre les lettres qui caractérisent Sorbonne Alliance, et qui aillent vers cela. Deuxième grande tendance, et tout le monde vous le dira, vous avez des boutons, vous avez des iPhones, il y a le petit bouton Siri qui a été mis au point et inventé par Luc Julia, qui est un Français, qui est allé aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Luc Julia vous dira que finalement, ce qui a permis ça, c'est d'être dans l'interdisciplinarité. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, tout le monde le dit. Et encore plus que jamais, à l'horizon 2030, l'interdisciplinarité, ça c'est le deuxième message, le sens, l'interdisciplinarité, elle est
essentiel pour faire progresser les sciences. Alors, quand on est dans une grande école de gestion, la gestion, plus que peut-être encore d'autres disciplines, c'est une discipline au carrefour. Elle se nourrit de la mathématique, elle va se nourrir de la sociologie, elle se nourrit du droit, elle se nourrit de l'économie. On a besoin de tout cela. Donc, pour ESCP Europe, c'est un terreau extrêmement fertile et prometteur que Sorbonne Alliance. Ensuite, de quoi on a besoin? On a besoin, aussi vers l'horizon 2030, on a besoin de personnes, d'étudiants qui deviendront des collaborateurs, qui vont être dans une approche systémique. Ça a été dit aussi un petit peu différemment tout à l'heure, mais cette approche système, elle n'est pas naturelle. Alors, elle découle un petit peu de l'interdisciplinarité dont on a parlé, mais ça, il faut le faire aussi en mettant les personnes en situation, et c'est ce vers quoi on va. Ensuite, il y a encore une quatrième tendance généralement qu'on repère quand on regarde ce dont auront besoin les employeurs de demain, parce que c'est ça qui tend toute l'opération, c'est d'avoir, et ça c'est très compliqué, c'est ce qu'on appelle souvent chez les anglo-saxons le focus, donc la persistance. Jusqu'où tu as cité, je ne sais plus qui, qui m'a fait penser à une autre citation de Joseph Stiglitz, c'est qu'on est quand même dans les sciences, dans une tendance actuellement à spécialiser à l'outrance. Or, il faut réinjecter, la nécessité de réinjecter des humanités, et c'est cette, là pour le coup, alliance de la spécialité avec un socle d'humanité qui va permettre aussi aux individus de comprendre quand est-ce qu'il faut arrêter ou poursuivre dans un projet. C'est extrêmement compliqué. Quand on est dans une start-up, quand on est dans un système bancaire, jusqu'où faut-il investir et surtout persister, parce que sinon on aura raté son investissement, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut savoir décrocher, sinon on va engloutir des sommes inutiles. Et cette notion de discernement, ça c'est quelque chose qu'on acquiert véritablement quand on est au contour de compréhension comment d'autres font dans d'autres disciplines, et pas simplement comment on fait par rapport à un modèle purement boursier. Ensuite, quelque chose qui est très fort, alors ça c'est un terme qui est moins utilisé en français mais qu'on voit beaucoup à l'international, c'est la nécessité pour faire progresser les sciences et du coup faire progresser le savoir et ceux qui vont l'appliquer, c'est le partage de l'information, la coalescence, c'est-à-dire que le fait de partager va faire grandir beaucoup plus ceux qui composent l'action. Alors il y a des en biologie, je crois qu'il y a et en physique aussi ça a des sens particuliers, mais dans le monde un peu économique et de gestion, la coalescence, c'est cette capacité à faire que ce que les autres, les uns et les autres vont s'apporter, d'abord ça ne va pas nuire à ceux qui apportent, et ça va créer un écosystème extrêmement riche. Les organisations changent. Ce que l'on sait, c'est que dans le passé, nous avons, pour la plupart d'entre nous ici, été confrontés à des systèmes où la rétention de l'information était source de pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui sait quelque chose que quelqu'un d'autre ne sait pas, et il va en tirer profit. On est entré dans des systèmes scientifiques et dans des systèmes aussi de comportement au quotidien dans les organisations, où ce n'est pas celui qui retient le pouvoir, mais c'est celui qui va le partager, qui va être reconnu par la communauté le plus vite et comme ayant contribué à son développement. On est dans des choses extrêmement différentes. Et puis, s'il fallait encore peut-être ajouter une ou deux... Oui, alors je vais faire un paquet des deux, parce que j'ai à dire un point donc, qui est fondamental, mais qui est banal, presque, mais encore faut-il le travailler, et c'est ça qu'on a envie de faire dans Sorbonne Alliance, c'est créativité et imagination. On ne sortira pas vers des systèmes performants si on ne stimule pas cela. Et ce qu'on fait, ce qu'on a comme idée, en effet, avec l'INED, la démographie des entreprises, c'est pas le même échelon non plus que la démographie de l'individu, il faut le faire. Et puis le dernier point, j'insiste là-dessus, et ça nous ramène finalement à cette notion même de Sorbonne Alliance, c'est la confiance et des structures qui libèrent les énergies. Georges l'a dit très bien tout à l'heure, la façon de faire fonctionner Sorbonne Alliance, c'est une façon qui va libérer des énergies. Ça veut dire qu'on va commencer par travailler
à partir de projets concrets. Et travailler à partir de projets concrets, ça ne veut pas dire que ça va être complètement ouvert. C'est qu'il y a un cadre, il y aura aussi une évaluation, il y aura un suivi de ces projets. Et tout cela, j'allais dire, on va, et c'est un peu l'ambition de Sorbonne Alliance, c'est d'aller illustrer avec notre façon même de faire ce que l'on vise à l'horizon, dans le temps, et véritablement l'insertion professionnelle. Les entreprises à qui vous mettez tout ceci en avant, c'est exactement ce qu'elles recherchent à l'horizon 2030. Et je salue l'assistance de Georges lorsqu'on a discuté de Sorbonne Alliance. Il a insisté sur le mettre avec un S, hein, l'Alliance, il a finalement très bien fait. Même si en anglais on parlait plutôt de Sorbonne Alliance, mais le mettre Alliances, hein, ce qui se dit aussi et qui est tout à fait compréhensible, c'est qu'il insiste, et on a cela finalement de très très fort, et je suis d'accord et très heureux que ce soit toi, Georges, qui l'ait dit, c'est que les alliances, elles peuvent se faire bien entendu entre les partenaires sans passer par nécessairement les uns et les autres, et ça c'est extrêmement fort, c'est en termes de réseau extrêmement puissant, ce qui veut dire que dans Sorbonne Alliance, il y aura des projets concrets qui concerneront peut-être telle ou telle institution et pas une autre, et parfois les cadres seront mobilisés. Voilà, donc je voulais vous remercier, et en particulier Georges pour l'invitation aujourd'hui, pour permettre de parler de Sorbonne Alliance. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Après ce petit tour d'horizon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous voulez poser des questions à l'un des intervenants, aux 4 intervenants qui sont ici concernant Sorbonne Alliance ou toute autre chose d'ailleurs? Levez la main, c'est totalement libre. Non? Ouais. Ah si, on a une question. Madame au fond, bonjour. Non mais oui, alors j'étais un peu contraint, mais Je vais juste reformuler la question pour qu'on l'entende. Qu'est-ce que vous mettez dans l'interdisciplinarité? Est-ce que c'est plusieurs, dans la gestion, plusieurs domaines de la gestion, ou est-ce que ça s'ouvre totalement? Est-ce que ça peut aller, je ne sais pas moi, jusqu'à la physique quantique ou la musicologie? dans ma conception, c'est essayer d'extraire le maximum de valeur ajoutée à partir des disciplines et des experts représentés dans l'alliance de nos maisons. Attendez, on ne va pas inventer non plus des choses de rien, puisqu'on parle de l'étudiant. Pour moi, c'est fondamental. L'étudiant est au cœur de ce qu'on fait, et c'est ce qui donne le sens à l'ensemble. Avec Paris 1, par exemple, nous avons déjà une partie des étudiants qui organisent des parcours de gestion plus mathématiques à Paris 1. Ça existe déjà. Ce qui existe pour le droit, c'est pareil. Ce qui existe pour les matières, pour les étudiants, c'est aussi vrai pour les chercheurs et la production. On sait très bien que lorsqu'une institution dispose d'un certain nombre de chercheurs, CP Europe, on a 150 professeurs, enseignants-chercheurs permanents, ces enseignants-chercheurs allant coopérer sur des projets spécifiques avec des chercheurs d'autres institutions vont du coup augmenter le potentiel de recherche, non pas simplement par sa qualité, mais aussi par sa visibilité, par les classements, et je ne vais pas entrer dans le détail, mais tout ça va augmenter. Hein. Michel Vivorca. J'appartiens à une institution qui elle-même s'inscrit dans une tradition intellectuelle et universitaire qui est celle de ce qu'on appelle aujourd'hui multi-interdisciplinarité. L'idée est très simple. Ce qui est important du point de vue de la recherche, c'est non pas de développer telle ou telle discipline, ce qui est important, c'est d'envisager des problèmes. Quand l'école des hautes études en sciences sociales, à laquelle l'institution que je dirige est associée de très près dans toute son histoire, quand elle a été créée, au milieu des années 70, le Nouvel Observateur avait fait une enquête et avait demandé à quelques hautes figures de cette institution « Mais qu'est-ce que vous allez faire ensemble ?» Et tous avaient dit, chacun dans son vocabulaire, mais c'était la même idée, « Nous sommes ensemble pour étudier des problèmes. » Et donc c'est ça.
Et il y a une condition importante, une fois qu'on a dit ça, à la pluridisciplinarité. C'est qu'elle doit être exigeante pour chacune des disciplines qui participent à la production collective d'un savoir. Autrement dit, si vous mettez ensemble des gens qui vont se dire moi je suis sociologue, ce politologue ne comprendra rien à mes catégories, cet historien pense, etc. Si tout le monde se dit je vais faire en sorte d'être compris à bas niveau d'exigence, on tombera. Et donc la difficulté, c'est que les gens qui sont dans une ou plusieurs d'ailleurs disciplines fonctionnent eux-mêmes au meilleur niveau et soient capables de communiquer, d'échanger avec d'autres. Et enfin, la dernière remarque que je voudrais faire, c'est que dans la production du savoir, les disciplines représentées peuvent être extrêmement diversifiées. Et aujourd'hui, de plus en plus, une tendance est à se demander quel rôle ou quelle place peuvent occuper ceux qui ne sont pas des scientifiques, mais qui peuvent contribuer à produire des connaissances. Je vous en donne un exemple. Si vous vous intéressez à ce qui se passe dans un certain nombre de pays soumis à guerre civile, violence, génocide, etc., parmi ceux qui connaissent le mieux les choses, vous avez des gens qui sont dans des ONG. Ce ne sont pas des scientifiques, ou ils ont peut-être un bagage, mais pas en tant que tel. Et pourtant, ces gens-là ont beaucoup de choses à apprendre et peuvent travailler avec d'autres. Et donc, quel statut on donne à des gens qui sont des experts, des professionnels, mais pas des scientifiques? Ça, c'est des belles questions. Je n'ai pas une réponse générale. Mais voilà tout ce qu'il pourrait y avoir derrière moi, derrière une réflexion. Je termine juste d'un mot, juste un mot. Malheureusement, nos institutions nationales et internationales ne laissent pas toujours tout l'espace qu'il faudrait à la pluridisciplinarité. Chacun sait ici qu'un jeune chercheur, il vaut mieux qu'il soit dans sa discipline plutôt qu'à cheval sur 3 ou 4 dont aucune ne voudra le reconnaître pleinement. Et donc, il y a un vrai problème aussi d'organisation de nos institutions. C'est d'ailleurs pourquoi une alliance comme celle-ci est originale. Elle met ensemble des institutions qui sont quand même construites sur des moules très, 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 très différents. Ariane Payet, l'institution INED, elle est demandeuse d'interdisciplinarité ? Alors, plus que demandeuse, parce qu'elle est actrice de l'interdisciplinarité, parce que nous, on est vraiment un institut de recherche pluridisciplinaire, donc qui regroupe bien sûr des démographes, mais aussi des économistes, des historiens, des sociologues, et qui travaillent ensemble. Donc nos unités de recherche, elles sont thématiques. Elles sont pas, enfin on en a 2 disciplinaires, mais sur 10, sinon c'est 8 unités thématiques. Et par exemple, on a l'unité fécondité famille. Dans cette unité, il y a des démographes discutent avec des sociologues, des épidémiologistes, des historiens. Donc c'est vraiment, c'est la même démarche en fait, que pour la FMSH. En fait, on a une question de recherche et différents chercheurs venant de différents horizons vont se rencontrer, discuter. Et en fait, la confrontation des schémas explicatifs, alors c'est pas facile, mais ça permet de revoir ces schémas et de les discuter. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des difficultés pour publier, parce qu'on sait que la publication, c'est la fameuse publication. C'est le Graal des chercheurs. Donc, c'est vrai que pour publier, les revues sont quand même disciplinaires pour leur grande partie. Et donc, il faut maîtriser les codes des différentes disciplines pour la façon de rédiger un article, etc. Mais c'est quand même un atout. Et puis, au niveau international, on voit que pour réussir des projets, pour être accepté dans des réponses à des appels européens ou internationaux, la pluridisciplinarité est de plus en plus valorisée. Et donc, c'est vraiment un atout aussi pour développer des recherches transversales. Il nous reste quelques minutes dans cette table ronde. Georges Haddad, la pluridisciplinarité, c'est donc un passage obligé, c'est quelque chose de très important. Est-ce que c'est aussi une façon d'être attractif? Parce que j'imagine qu'il y a une question d'attirer les talents, les meilleurs talents au sein de vos différentes institutions, au sein des différentes universités. Est-ce que c'est aussi un des éléments qui vous permettra d'attirer les meilleurs éléments? Oui, alors, moi je vais faire quand même une distinction, parce qu'il y a 3 termes autour de disciplinarité sur lesquels il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion, c'est un peu comme ces choses à la mode dont on parle. Et lorsqu'on demande aux gens qu'est-ce que ça signifie pour vous, on s'aperçoit qu'ils ne le savent pas mieux que celui qui pose la question. Donc il y a la pluridisciplinarité, c'est-à-dire c'est plusieurs disciplines ensemble, mais ensemble
Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça signifie? Il y a l'interdisciplinarité, ce qu'il y a entre les disciplines, et puis il y a un autre aspect qui est pour moi très important et que j'ai découvert grâce à un de mes maîtres qui s'appelle Edgar Morin, c'est la transdisciplinarité. La transdisciplinarité, c'est ce qui traverse les disciplines. C'est cet esprit commun à toutes les disciplines. Que vous fassiez des maths, que vous fassiez de la gestion, que vous fassiez de la sociologie, etc., il y a quelque chose qui porte ces disciplines, une sorte d'esprit commun, de souffle commun qui porte ces disciplines et qu'il faut communiquer, qu'on ne sait plus communiquer aujourd'hui. Et que les enseignants, malheureusement, ne savent pas communiquer. Moi, je l'ai senti dans mon parcours d'enseignant, je suis mathématicien. Bon, nul n'est parfait. Il n'y a pas de discipline plus ennuyeuse que les mathématiques, plus rébarbative que les mathématiques, si elles ne sont pas portées par l'esprit de la transdisciplinarité. C'est-à-dire, les mathématiques, c'est une histoire, c'est une pensée humaine, et enseigner les mathématiques, ce n'est pas simplement enseigner des techniques, des équations, comment les résoudre, etc. C'est montrer que tout cela fait partie de la grande aventure de l'esprit humain. Les mathématiques, ce sont des millénaires, des siècles et des millénaires de travaux, de recherche, de remise en question permanente. Et on ne peut pas enseigner les mathématiques comme on les enseigne aujourd'hui, dans des contraintes temporelles qui font, et je le vois à travers mes enfants, qui détestent les mathématiques, parce que justement, elles ne sont pas, mes filles en particulier, et mon garçon aussi, motivées par cet esprit de la transdisciplinarité. Et je vais vous donner juste une anecdote. C'est la fameuse réponse à la question « Pourquoi j'apprends ça ?» Pourquoi j'apprends ça et qu'est-ce que porte ce savoir? Vous savez, quand vous enseignez les nombres complexes, moi j'ai vu des profs balancer les nombres complexes comme ça. Mais les nombres complexes, c'est des siècles de recherche. Les nombres rationnels, c'est des siècles et des siècles de remise en question. Le zéro, l'infini. On enseigne l'infini comme ça. Ah, l'infini, c'est ça. Mais il a fallu beaucoup de courage à Cantor, le grand mathématicien, pour définir mathématiquement l'infini. Et son maître, à l'époque, Dedekind, lui avait dit, surtout, ne mentionne pas le terme infini, sinon tu vas te faire excommunier. Voyez comme quoi les courants, les modes, les évaluations, parfois, sont portés par des critères qui sont dangereux. La grande expérience qui m'a montré ce défi de la transdisciplinarité, qui intègre aussi bien l'inter que la pluridisciplinarité, c'est quand j'étais un jeune enseignant, j'étais parti dans un pays que vous pouvez imaginer, où le jeune Frenchy arrivait, et le président de l'université de l'époque, qui n'est plus là malheureusement aujourd'hui, d'une très grande université scientifique, m'avait pris en sympathie. Et il avait dit, moi je veux monter un petit programme autour de quelque chose d'innovant pour les jeunes qui arrivent à l'université. Et dans ces universités, on prend un peu plus de temps que dans les nôtres, mais ça coûte beaucoup plus cher aussi, ça, il faut le reconnaître. Et il m'a dit, est-ce que tu pourrais imaginer un programme qui ferait travailler ensemble des philosophes, des artistes, des mathématiciens, des physiciens, des astronomes, etc., etc. Et c'était un vrai défi. Et ce programme, en discutant avec un collègue, nous l'avons monté, et je l'ai eu cette idée, je l'ai monté autour d'un nombre qui s'appelle le nombre pi. Vous savez, ce nombre pi qu'on ne saura jamais calculer. Il y a même un théorème mathématique qui montre que pi ne sera jamais calculé. Et non seulement il n'est jamais calculé, mais en plus, même si on arrive à la 10 milliardième décimale après la virgule, celle qui va venir après, on l'ignore. On ne peut même pas la deviner. Il faut recommencer tout un travail de fond. Et là, nous avons travaillé sur le nombre pi. Et des historiens, des philosophes, des mathématiciens ont construit un programme à mes côtés sur le nombre pi. Et pendant 6 mois, nous avons formé des jeunes entrant à l'université à travailler sur ce nombre pi. Et quand ils sont sortis de là, certains ont fait du droit, d'autres ont fait de l'économie, d'autres ont fait des mathématiques, de la physique, de la sociologie, etc. Mais ils avaient compris, et nous avec, nous les enseignants avec, que l'aventure qu'ils allaient mener allait être portée par ce qu'ils avaient découvert pendant 6 mois. Alors on va me dire, mais c'est inutile, vous leur avez fait perdre 6 mois. Je peux vous dire que tous ont réussi. Il y avait une vingtaine d'élèves. Ils sont tous aujourd'hui professeurs dans les plus grandes universités du monde. Vous voyez? Bon, ils étaient très bons
et très motivés, ça il faut le dire. C'est eux qui nous avaient choisis. On leur avait dit, il n'y a aucune contrainte, mais vous pouvez venir suivre ce programme. Ça remonte à près de 40 ans. Eh bien, tous nous ont dit, et je les revois encore, hein, puisque nous sommes en contact, ils me disent, ce travail de 6 mois sur le nombre pi nous a fait comprendre l'aventure de l'esprit humain et que toutes les disciplines sont porteuses d'un même principe, le principe du savoir, de la connaissance. Et là aussi, ce sont des choses très importantes. C'est un luxe peut-être, mais un luxe absolument indispensable. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans nos universités, dans nos écoles, on est trop limité dans le temps, limité par les moyens. Les enseignants ne sont pas formés à expliquer et à prendre le temps d'expliquer ce qui porte justement l'âme de l'éducation. Cette table ronde, elle est aussi limitée par le temps. On va être obligé donc de s'arrêter. On pourra peut-être faire de pi le symbole de Sorbonne Alliance, qui sait, peut-être une idée. Merci à tous et à toutes d'avoir été là aujourd'hui. Michel Viorca, vous vouliez ajouter quelque chose? J'aime son humour et il m'a dit, et pourquoi pas un pi? Merci à tous. Et pour ceux qui veulent rester, il y a une deuxième table ronde qui va suivre. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir été là aujourd'hui.